Salut les graisseux. Alors, heureux de vous retrouver une fois de plus à l'atelier. Aujourd'hui, on va parler de boîte automatique. En l'occurrence, celle-là, puisque c'est une boîte ZF modèle 5HP24 que tu vas retrouver montée sur du Range Rover V8 essence, donc avec motorisé le M62 de chez BMW, le 4 litres 4 en V8. Donc, je vais te parler de cette boîte-là. D'une panne que je viens de résoudre sur le véhicule. On va aller voir le véhicule, je vais te montrer un petit peu ce qui était en cause, sachant que c'est une, comment dire, une cause qui revient quand même assez régulièrement. Et en fait, moi j'avais déjà eu le tour et j'avais trouvé cette solution-là et je m'étais dépanné il y a déjà beaucoup de temps, il y a pas mal d'années, il y a peut-être 10 ans, avec une panne identique sur la boîte d'origine. Donc je vais tout te montrer, je vais te parler de la pièce en question qui est défectueuse, ce qui se passe, comment tu peux remédier au problème, si éventuellement tu as les mêmes symptômes que moi. Donc à savoir que cette boîte en 5 HP 24 comme celle-ci, c'est une boîte donc qui vient de chez ZF, c'est une 5 vitesses et voilà, elle est montée ici avec un carter. Tu as encore un carter en acier. Celle-ci provient d'un BMW X5 monté en 4 litres 4, donc en réalité voilà, la pièce dont j'avais besoin était compatible. Je suis allé la chercher d'occasion pour avoir uniquement le petit capteur XYZ que tu as sur le côté. Je vais t'expliquer pourquoi. À savoir qu'elle était accolée ici avec une boîte de transfert qui a été déposée, et donc au niveau montage sur le range en L322, donc les ranges de 3e génération, donc qui ont été produits à partir de 2002 et qui sont avec une monocoque, là où il n'y a plus de châssis, tout ça, qui sont sortis à partir de 2002, motorisés en V8 4 litres 4 ou alors en diesel TD6. Tu vas trouver des montages qui sont similaires au BMW série X5 de la même époque. Parce qu'en réalité, voilà, BM a détenu Land Rover pendant les quelques années avant, de 95-96, je crois, et puis ça a été revendu dans les années 2000 et des. Je crois que ça avait été revendu à Ford à l'époque. Le TD6 n'est pas motorisé avec cette boîte ZF, il est motorisé avec une boîte de chez GM qui a une réputation qui est encore moins bonne que celle-ci en fait. La boîte ZF, c'est pas la meilleure, elle est pas fiable. Grosso merdo, je peux pas te garantir qu'elle soit fiable en comparaison par exemple de la 6 HP26 qu'on va trouver sur les Range Rover Sport TDV6, TDV8 et également sur les L322 de génération d'après qui ont été motorisés avec le TDV8, le Ford 5 litres, ce genre de choses. Le Supercharge également, tu vas le trouver avec une 6 HP26. Donc cette boîte-là, c'est vraiment pas la boîte la plus fiable du monde, et elle n'est pas fiable de toute façon sur le L322, mais elle n'est pas fiable non plus sur les autres véhicules où ça a été produit. Donc là, je vais te redonner la référence du capteur de position, on va en parler par la suite. À savoir que la 5HP24, donc tu vas la trouver chez BM, ça a été monté sur les E38, les 740 par exemple, vraiment les bateaux là, avec le V8 et donc boîte automatique. Ça a été monté dans les E39 aussi, en 540, 525i, 528, 530 et la M5 aussi. Et tu vas le trouver également chez Audi. Donc la 6 avec le 4 litres de V8. Tu le trouves sur le X5 V8. En l'occurrence, voilà, la motorisation, enfin l'ensemble transmission que j'ai racheté, il provient d'un X5 V8 qui se trouve, on va dire entre guillemets, plus facilement que les L322 parce que les L322 en V8, il y en a eu très peu de vendus sur le marché européen. Tu en trouves beaucoup aux États-Unis, Canada, donc Amérique du Nord, tout ça, ou alors après dans les Émirats arabes, ce genre de choses, Dubaï, tout ça. On comprend pourquoi, parce que de toute façon en France et Europe, majoritairement c'est plutôt le diesel qui avait été privilégié au niveau de la vente en concession. Et à l'époque, fiscalité oblige, machin, enfin, voilà, je vais pas te refaire tout l'historique de ce qu'est l'Europe et ce qu'est la France en particulier. Tu vas trouver également chez Jaguar, donc dans la XK8 en V8, XJR, XJ8, XJ Sport. Si je dis pas de bêtises, tu as des Aston aussi qui doivent avoir ce genre de boîte et tout. Donc bon voilà, c'est vraiment une boîte qui a été montée à toutes les sauces. Tu vas retrouver les plaques au niveau de la référence
Je peux pas te garantir qu'au niveau des réductions et des montages, ça soit compatible à 100%. Peut-être qu'il y a des différences au niveau des ratios utilisés, tout ça. Ça, je sais pas. J'ai pas l'info plus que ça. Ici, en tout cas, voilà, c'est vraiment une plaque qui provient de chez BMW, enfin un montage initial de chez BMW, celle-ci. Et donc ta référence, tu vas toujours la retrouver ici sur cette plaque. Je vais aller te chercher au niveau de l'huile. Je vais te montrer également l'huile qu'on doit absolument utiliser sur ces boîtes-là, qui demandent de toute façon au niveau des vidanges d'être vraiment très méticuleux. Moi, je le fais tous les 60 000 maximum. Changement de crépine obligatoire à chaque fois. Dépose du bac à huile, nettoyage des dépôts qu'on peut avoir, nettoyage des petits aimants qu'on peut avoir pour récupérer les limailles, et je re-remplis en respectant la procédure avec une montée en température que tu dois suivre, et tu dois faire un niveau de boîte qui doit se faire normalement, je pense, on doit avoir le bouchon, ouais, voilà, il est là, ici. Voilà, et c'est un niveau qui se fait à une certaine température, affleurant, et il faut faire ça, dans les règles de l'art, la procédure, on la trouve assez facilement, et je pense que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos où je parle de ces boîtes-là. Et aujourd'hui, je te propose justement de te parler de défauts que tu peux avoir, de mise en défaut transmission, à cause du capteur de position qu'on va trouver ici. Donc monté côté passager au niveau de ta boîte, et qui est protégé, voilà, derrière cette plaque là, le petit carter. Et tu vas retrouver, voilà, ce capteur de position. Alors on peut appeler ça capteur de position de boîte. On retrouve également la référence capteur XYZ si tu préfères. Ou alors en anglais, tu vas chercher, c'est inhibitor switch, d'accord? Donc tu vas retrouver beaucoup sur les forums anglais des problèmes de capteurs de position. Voilà, c'est ta recherche, tu peux la mener avec cette dénomination inhibitor switch. C'est la pièce qu'on a ici en question, et là donc je l'ai ouverte. Je vais te montrer dedans ce qu'on trouve, voilà, avec les petites pistes, avec tout ça. Et donc ce capteur là doit être relié au niveau du faisceau du véhicule. Donc tu as un faisceau de boîte de vitesse, et tu repars à un calculateur au niveau de ton montage, au niveau baie de pare-brise, côté tablier, tout ça, où tu repars pour le calculateur au niveau de la boîte de vitesse. Tu viens te rebrocher dessus comme ça. Voilà, donc ça c'est notre pièce d'origine qui a déjà été réparée une fois, et donc tu vas le trouver, allez bouge de là Minette, tu vas le trouver positionné ici à force, avec, tu vois, les petites dents, les petits repères que tu vas trouver à l'intérieur, qui viennent se mettre en bout, voilà, ici dans la petite tige, qui est actionnée à partir du moment où tu touches au niveau du levier et que tu sélectionnes ta vitesse, voilà, donc PRND. Et après tu peux forcer en mode sport et en mode commande manuelle pour le séquentiel au niveau de la boîte. Donc le capteur qui est là va se charger uniquement d'indiquer au niveau du tableau de bord la position qui est sélectionnée au niveau de la transmission. Et pour la sélection ici au niveau de la commande de vitesse, donc le levier, lui, il est uniquement relié ici. Voilà, et donc tu fais ta sélection comme ça, avec ton levier dans l'habitacle, et au fur et à mesure que tu bouges, en réalité, la tige traverse l'ensemble de la boîte pour ressortir de l'autre côté. Et donc si je le bouge, tu vois, ici au niveau crantage, voilà, ça va déplacer comme ça. Bon, donc, entrée en matière, évidemment très longue, hein, comme d'habitude. Je prends le temps de bien tout expliquer, mais pourquoi je t'en parle? Parce que en réalité, tu as souvent des diagnostics qui sont faits de mauvais fonctionnement de boîte, et des pièces qui sont remplacées, en l'occurrence des boîtes de vitesse, ou alors des convertisseurs de couple. Convertisseur de couple étant la pièce que tu vas trouver ici, voilà, donc ça c'en est un. Voilà, donc qui sont remplacés, soi-disant en étant morts, HS, pulvérisés, tout ça, et en réalité il n'en est rien. C'est juste des problèmes au niveau des capteurs de position qui sèment la zizanie, on va dire, au niveau des calculateurs moteurs, puisque tu vas avoir un calculateur moteur qui remonte une information, qui capte une information qui n'est pas cohérente par rapport au fonctionnement mécanique de ta boîte. En réalité, ici, au niveau de l'intérieur, voilà, tu vas avoir ces petites pièces. Donc voilà, la petite pièce qui est crantée comme ça.
Et donc elle va venir balayer les pistes qui sont situées ici, reliées à chaque fil, voilà, donc qui est broché à cet endroit-là. Tu as quand même un petit joint spi, tu as une petite protection. Bon, tout ça, ça baigne quand même à l'extérieur de la boîte, ça ramasse un petit peu de terre si tu fais du TT, c'est à l'humidité, c'est tout ce que tu veux. Et en réalité, les petits cils que tu as ici balayent les pistes, et il peut arriver que tu aies finalement une incohérence au niveau du courant qui est parcouru, et qui renvoie l'information, et qui te donne justement une mauvaise information de capteur, remonter à l'écu, et un écu qui se dit bon ok, il y a un problème, l'information qui m'est remontée n'est pas cohérente par rapport à la position qui est captée. Voilà. Et c'est ça qui te met en programme secours boîte. Boum, ta boîte se verrouille en 4e, et impossible d'avancer correctement, parce qu'en réalité tu es obligé d'accélérer à mort, donc ça tire énormément sur la transmission, c'est pas très bon de faire ça en fait, de faire beaucoup de kilomètres comme ça, mais ça se verrouille sur un rapport et terminé, tu peux plus en changer. Donc très dur à décoller, et en plus tu es limité au niveau de ta prise de tour, enfin tu es vraiment en programme de secours, quoi, en mode dégradé au niveau de la transmission. Et quelquefois tu peux avoir à contourner le problème, tu coupes, tu rallumes, boum, c'est reparti, tu es tranquille, tu vas rouler 100 km, 200 km, et un jour, boum, tu fais une manœuvre, boum, ça capte quelque chose qui est incohérent, ça te remet un programme secours, et puis terminé. Donc tu peux avoir le tour où ça t'arrive en roulant, tu coupes, tu remets, ça remarche, donc tu es tranquille, tu dis bon, c'est un petit bug et tout ça. Le problème, c'est que quand ça devient de plus en plus récurrent, tu peux avoir des véhicules où même au démarrage, la position même de parc, admettons, qui est détectée, n'est pas bonne, et ça te fout directement en mode dégradé. Tu peux même plus utiliser le véhicule, sortir de chez toi, ou le déplacer ou quoi que ce soit, ça devient critique. Donc on dit à ce moment-là, c'est votre convertisseur de coupe qui est mort, ou c'est votre boîte. Bon, ça peut arriver, mais avant d'aller chercher plus loin, commencez à regarder à ce niveau-là. Le principe étant que sur ces pistes, donc tu vas retrouver la pièce. Là, je t'ai sorti des imprimés où tu as le positionnement, tu vois, avec les différents angles au fur et à mesure que tes cils vont venir balayer les pistes. Voilà, donc là, tu es en position P, par exemple. Voilà, donc ton capteur est ici. R, N, D, 4, 3, 2. D'accord ? Et donc, au fur et à mesure que tu as ce balayage et le positionnement de ces petits cils sur les différentes pistes, ça va t'orienter et te faire ton passage du courant pour remonter l'information et informer le calculateur de la position qui est sélectionnée. En l'occurrence, par exemple sur P, tu vas avoir L1, L2 et L4 qui sont alimentés. L1, L2, L4, alors je l'ai là, ici, c'est ça. Donc tu vas avoir au niveau de ta broche, tu te repères, du courant qui passe sur la partie qui est là. Donc L1, ça va être la petite ici en bas, donc celle de droite en bas, voilà, L1, L2, celle juste au-dessus, et L4, c'est celle qui est au centre sur les broches de gauche, là, sur la ligne de gauche, d'accord? Donc ça, voilà, tu as un courant qui passe à cet endroit-là. Et là, voilà tes différentes informations. Et en fonction du balayage que tu as et du passage du courant, ça te donne, suivant le tableau et le quadrillage suivant, l'information qui est transmise au calculateur. Donc, par exemple, sur R, tu vas uniquement avoir le courant ici sur L1. Et après, voilà, il y a aucune position qui revient deux fois, si tu veux. Le tableau est fait que de telle façon que le courant, de la façon dont c'est détecté, voilà, tu ne peux avoir qu'une seule combinaison pour une seule position. La plus importante étant évidemment d'être bon ici en L3 au niveau drive, parce que souvent, en réalité, quand tu vas avoir des défauts, c'est sur les positions, soit en parc, en drive, et marche arrière, en neutre. Moi, ça m'est arrivé relativement peu. Et après, tu peux avoir des problèmes vraiment en séquentiel ou en mode sport, par exemple. Voilà, donc ça,
c'est des informations et c'est des tableaux et des illustrations que tu peux retrouver très facilement en tapant ce que je t'ai communiqué là à l'instant. Donc en cherchant Inhibitor Switch Transfer Failsafe Program par exemple, ou ce genre de choses. Sur les forums français ou tout ça, tu vas galérer un petit peu plus pour trouver de l'info parce que bah, c'est pas dans les gènes des Français. On n'a pas le côté anglo-saxon des choses, du do-it-yourself, vraiment, d'aller mettre les mains et puis de communiquer l'information, de partager tout ça comme le font la majorité des anglo-saxons. Donc tu vas trouver plus facilement les informations sur des forums américains, anglais, australiens, Nouvelle-Zélande, ce genre de choses. Mais ça se trouve assez facilement. Après, ils sont copiés et ils sont remis dans certains forums BMW français. Tu vas les retrouver également, puisqu'il y a la compatibilité de cette pièce pour des autres modèles. Je te donne la référence exacte du capteur de position. Donc chez ZF, ça va être cette référence-là, donc 05 01 319 191. C'est la référence de ce capteur-là chez ZF. Tu vas avoir également une référence chez Land Rover qui est UHB 50 00 20. Et donc ça va être la référence Land Rover qui est spécifique par la longueur au niveau de ton faisceau, la longueur des fils qui est plus longue que sur le modèle de chez BMW ou des E39 ou des E38, ce genre de choses. À savoir que sur le X5, on est plus court au niveau du faisceau, mais ça passe. On arrive à le monter. Je l'ai fait. Là, actuellement, je tourne avec un faisceau de X5, un capteur de X5. J'ai plus de problème du tout. Je vais te montrer comment j'ai fait. Voilà, c'est pas en tension ni rien, il n'y a pas de problème. En réalité, le montage chez Land Rover, voilà, il remonte ici au niveau de la cloche et tu vas retrouver chez Land, tu dois avoir une vis au niveau carter de cloche ici qui maintient une petite patte et tu viens repositionner ta broche à cet endroit-là et elle est tenue au-dessus de la cloche. Donc voilà, chez BMW, c'est pas forcément monté de la même façon. Chez Jaguar, je pense que ça passe même par en dessous et que le branchement, il se fait ici entre la cloche, vraiment la partie cloche de boîte et la partie qui abrite vraiment les embrayages, enfin tout le système interne de boîte de vitesse. À savoir que donc pour tester la continuité de tes pistes, tu peux le faire avec un multimètre comme celui-ci. Voilà, tu peux te refaire la totalité des passages qui sont là et vérifier la continuité de tes pistes. Voilà, ici, tu reprends et tu regardes que bah voilà, au bout de tes fils, ici au niveau de la broche, tu as bien une bonne continuité partout et que tu n'as pas de problème non plus au niveau de la plaque. Donc tu te mets en test ici de continuité comme ça et donc tu vérifies. Voilà, donc il faudrait que je te le fasse là en live et puis que tu comprennes. Mais tu prends, admettons, voilà, la continuité d'une piste ici et tu la reprends ici sur tes broches, tu vérifies, tu les fais une par une et tu regardes si il n'y a pas un courant qui ne passe pas quelque part. À savoir que tu peux avoir comme moi le problème où le test est positif tout partout, tout fonctionne en théorie au niveau du passage de l'information, au niveau de la continuité des fils, et être en défaut quand même. J'ai eu le tour. Cette pièce-là, tu peux la tester comme tu veux, la continuité elle est bonne tout partout. C'est la deuxième fois que je la remets en état, donc à mon avis là c'est fini. Et tu as un problème de mise en défaut transmission en montant cette pièce-là. Tu en mets une autre. Là, en l'occurrence la pièce d'occasion, je la mets en lieu et place, j'ai aucun problème, tout fonctionne. Donc va savoir pourquoi. Je pense qu'au niveau des cils qui sont ici, au bout d'un moment, le contact, voilà, quand ça a balayé pendant 200 000 km ou 100 000, déjà l'effet ressort. Bon, est-ce que tu l'as encore? Est-ce que l'info elle passe bien? Est-ce que... J'en sais rien en fait. C'est pas le plus engageant du monde, ça n'a pas l'air d'être le truc le plus fiable du monde non plus. Les pistes, est-ce que au bout d'un moment le balayage et tout ça ne fait pas qu'il y a une certaine usure, un certain creusement au niveau des pistes? C'est peut-être ça aussi. Tu peux te dépanner quelquefois quand tu as finalement une information où tu as le courant qui passe à un endroit où il ne devrait pas passer. Tu peux recouvrir certaines pistes avec du vernis à ongles par exemple pour on va dire supprimer le passage.
Ça, je l'ai déjà fait, ça fonctionne. Tu peux fonctionner avec un petit bout de Chatterton. Bon, c'est vraiment de la réparation. Là, c'est du do it yourself. Tu te débrouilles, tu fais avec ce que tu as. C'est pour te dépanner. Mais je l'ai déjà fait sur ces capteurs-là. Ça a fonctionné. J'ai roulé avec du provisoire à caractère définitif pendant 40-50 000 km sans aucun problème. Et là, bon voilà, le véhicule est arrivé à 150 ou 160 000 km. J'ai de nouveau le problème qui est ressorti. Je savais que de toute façon, ce capteur-là est véreux et que c'est une boîte enfin, c'est un truc à un nid en merde. Donc voilà, je me suis mis à la recherche d'une pièce d'occasion en bon état, provenant d'un autre véhicule. On va aller voir sur le véhicule, tu vas comprendre ce dont je te parle. Je vais te montrer ça en lieu et place. Et puis après, on va revenir ici. Je vais te parler également de défauts de conception et de points de fragilité qu'on peut avoir sur cette boîte-là et comment l'emmener le plus loin possible. Je vais te chercher également l'huile, te montrer ce qu'il faut utiliser dans ce type de boîte. Voilà, donc sur le véhicule, ici, 4 litres 4 V8 BM, avec des vanneaux, c'est ce qu'on le voit? Non, on le voit pas là. Donc quand tu veux accéder au niveau de... Tu enlèves ton cache supérieur, tu enlèves ici le joint, ici, voilà, tu me décoches ce joint à la con là, tu m'enlèves tout ça, tu retires, tu défais là, ici, tranquille, gauche, droite, et tu retires la totalité du carter qu'on a là, qui contient le filtre d'habitacle que tu dois réussir à voir normalement, voilà, il est là-bas derrière. Attends, je te mets un petit coup de lampe, voilà, il est là-bas derrière, ton filtre habitacle. Et une fois que ça c'est déposé, tu as un bon accès, tu es juste au-dessus de la cloche. Voilà, l'accès, la visie, le travail et tout ça là-dessus, honnêtement ça se fait bien, c'est relativement accessible. Prise de tête, c'est pour faire les joints de cache-culbus, ce genre de truc, c'est pas, tu as des demi-lunes, tout ça, enfin c'est un peu chiant, mais voilà, il y a pire. Et donc là, tu débroches à cet endroit-là, la partie qui repart au niveau du calculateur pour la boîte de vitesse, et donc sur le côté, au niveau branchement, attends, est-ce que je vais réussir à te montrer ça? Donc la boîte, tu dois être visible. Le capteur de position, voilà, il est monté ici, le switch. Voilà, donc là tu le vois, voilà, il est monté là. Voilà, et ton faisceau repart tranquillement vers le haut. Voilà, côté cloche de boîte de vitesse auto. Voilà, donc ça c'est bon. Et donc au niveau de l'habitacle, de l'intérieur, je vais te montrer un petit peu à quoi ça correspond. Tu vas comprendre ce qui se passe au niveau de comment dire, de l'incohérence au niveau du fonctionnement de la boîte de vitesse. Donc quelle place. Bon, véhicule spacieux, classieux. Quand c'est sorti en 2002, c'est vrai que c'était assez impressionnant. Et on me demande souvent la différence entre du range sport et puis du range du L322 comme ça. En fait, c'est l'impression d'espace que tu as à l'intérieur. Le range sport, j'aime beaucoup aussi. Hein. C'est très bien, mais tu es vachement plus caréné. Tu sais, voilà, ici, tu achètes de l'espace vide, mais tu as du volume, tu as du confort. Bon, le comportement, tout ça. Il faudrait que je fasse un comparatif entre les deux un jour, pourquoi pas. Pour ceux qui hésitent entre le sport ou le L322, c'est pas tout à fait les mêmes véhicules, pas les mêmes années, pas la même conception. Voilà, donc là, tu vois, ici, au niveau capteur et information qui remonte, voilà, tu vas avoir ton information P ici en parc, voilà, et tu as toujours la petite loupiote ici, au fur et à mesure que tu vas déplacer le véhicule, donc R. Bon, j'ai mes capteurs, hop, on supprime. Voilà, donc là, je remonte bien mon information. Donc, au fur et à mesure que je vais le faire fonctionner, on va avoir l'information qui est bien transmise et qui correspond bien au niveau du tableau de bord. Voilà, donc R, N. Voilà, donc il faut bien réétalonner, il faut bien se mettre au niveau des encoches et tout ça. Et bien régler également son câble, parce que tu peux avoir des problèmes de câbles qui sont pas... ou la... Comment dire, le réglage pour la position parc ou la position D n'a pas été bien faite. Et en réalité, tu es décalé entre la partie commande et la partie qui est effectivement engagée au niveau de la boîte. Donc ça, il faut revoir ça. Voilà, donc là, tu es en drive.
drive, voilà, là il n'y a pas de problème. Et après tu passes en mode sport. Bon, maladie de ces générations-là, hein, ça fait comme sur les E39 et tout ça, tous les tableaux de bord des BM de ces années-là, tu as les pixels qui dead, tu vois. Donc, et en kilométrage, je sais pas si tu le vois, on est à 149 000 ED, donc 150 000. Donc mode sport, et après bah, tu peux avoir normalement la commande, le mode séquentiel, et voilà. Mais là, au moins, tu vois, tout fonctionne, tout est cohérent, et t'as pas de message message d'erreur, de transfert failsafe ou programme secours boîte que tu peux avoir avec ce type de modèle. Donc vraiment, si tu as ce genre de symptômes, je vais te donner le code défaut aussi qui peut ressortir quand tu as un code défaut qui arrive. Si tu as vraiment ce type de symptômes, commence par vérifier ça, parce que ça coûte quand même beaucoup moins cher, et puis tu peux toujours faire un essai avec quelqu'un, tu te débrouilles avec les forums, avec quelqu'un qui a une pièce, qui a un véhicule qui fonctionne, qui est identique que le tien, tu prends la pièce, tu vérifies, tu te débrouilles avant d'investir. Et si c'est ça ton problème, bah tu t'économiseras un démontage de boîte, parce que ça sert à rien non plus de se lancer dans des trucs hyper compliqués, hyper poussés, et puis la pire des situations et la pire des pannes possibles, si c'est pas avéré. Et moi, je pense qu'il y a eu énormément de véhicules qui se sont retrouvés en concession ou qui se sont retrouvés chez des réparateurs, des préparateurs ou je sais pas quoi, où le diagnostic était mauvais, hein, au niveau du diagnostic de panne. Je suis certain qu'il y a eu des boîtes de changer, des convertisseurs et puis des facturations à une époque où, enfin voilà, quoi, les mecs se retrouvaient avec une panne, on disait bah c'était ça, le mec sait pas, il connaît pas, bah il cherche pas, et puis bah c'est tout, il répare, il paye, et puis terminé. Et bah, la boîte, elle arrive complète, on la prend, on la met. Si le capteur est dessus, ben voilà, la panne est réparée au passage parce que le capteur il est changé en même temps que la boîte, mais tu as changé une boîte, un convertisseur, et puis tu t'es farci plein d'heures d'atelier, de main-d'œuvre pour rien. Donc vérifie bien ça. Je ne te dis pas que à chaque fois que tu vas avoir un programme secours, boîte et tout ça, c'est forcément cette pièce-là qui est en cause, sachant que c'est aussi assez peu répandu dans la mesure où des V8 4 litres 4, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, tu n'auras pas forcément beaucoup de pannes de ce genre-là qui vont remonter sur les forums. Je ne sais pas sur le GM, le TD6, comment ça fonctionne, parce que j'ai jamais eu, et les boîtes-là, elles n'ont pas forcément une très bonne réputation non plus. Mais je ne sais pas si elles ont ces problèmes-là de capteurs. C'est le cas sur le 4 litres 4, d'accord? Donc la 5 HP24. 5 HP24 qui a d'autres problèmes aussi au niveau de... je vais te montrer tout ça. Au niveau de l'intérieur, on va aller... Je vais te montrer quelques designs et puis des choses que moi j'ai eu à faire aussi pour sauver cette boîte-là. Boîte qui a jamais été démontée. Elle est d'origine, matching number. Voilà, ici toutes les pièces sont d'origine sur ce véhicule. Et on avait eu, à une époque, à 60 000 km, ils commençaient déjà à faire des programmes secours boîte. Et moi, j'avais réparé à l'époque, et voilà, on a doublé l'espérance de vie de la pièce en réparant déjà cette pièce-là à l'époque. Voilà, bon, là, on est arrivé à 150 000. Donc apparemment, tu vois, peut-être ces capteurs-là, suivant l'utilisation, est-ce que ils ont une durée de vie ou un potentiel de vie qui est aux alentours de 60 000 km, j'en sais rien. Moi, j'ai eu le tour à peu près à ces kilométrages-là 2 fois. Bon, écoute... t'as peut-être des personnes qui ont 300 000 qui n'ont jamais changé, et puis tout va bien. Après, est-ce que j'ai une série qui est véreuse? Est-ce que la pièce en elle-même elle est défectueuse dès le départ? Je sais pas. Toujours est-il que là ça fonctionne, et c'est réparé, et voilà, la boîte pour l'instant on n'a pas à y toucher. Peut-être qu'un jour on aura à la descendre, mais pour l'instant c'est pas le cas, et on va éviter si on n'en a pas besoin et si c'est pas avéré. Voilà, donc au niveau fonctionnement, on va regarder, tu vois. Voilà, donc là tu es en parc. On va le faire tourner un petit peu, ça lui fera pas de mal. Bon, c'est assez feutré, il est étouffé, hein, tout le système d'échappement, tout est d'origine. Donc parc, reverse, N, drive. Voilà, donc là tout fonctionne, tu vois. Neutre, reverse, tac, parc. Tout fonctionne bien, et tu vas avoir également la commande en drive, mode sport, et après tu as le séquentiel ici où tu peux forcer. Donc la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et voilà, et là il revient en première automatiquement parce qu'on est à l'arrêt. Voilà, donc tu vois, tout fonctionne.
capteur de X5, je peux pas te prouver mieux, voilà, comme quoi le montage se fait. Voilà, donc on va le laisser tourner un petit peu et puis on se retrouve à l'atelier. Je te montre quelques petites dernières choses concernant cette boîte et on clôture cette vidéo qui, j'espère, te permettra de poser éventuellement un diagnostic ou de réparer à moindre frais si tu as des problèmes absolument identiques sur ce type de véhicule. Voilà, donc de retour à l'atelier. Le code défaut en question qui peut ressortir, c'est le P0705. P0705. D'accord, donc ça c'est le... Si tu as ce type de code défaut, commence par regarder au niveau de ce capteur là. Cette pièce là, bon, de toute façon je n'en ferai rien. Elle est vendue en neuf, hein, elle est disponible, tu peux l'avoir. Bon, chez le constructeur c'est pas donné. D'occasion, moi j'étais parti du postulat que si je le prenais sur un véhicule qui roulait, là en l'occurrence c'était le cas parce qu'il a été désossé pour un swap moteur, on a récupéré le 4 litres 4 pour mettre dans autre chose et la personne qui m'a vendu la boîte n'avait pas besoin, elle veut pas de boîte automatique, veut une boîte manuelle pour son swap. Donc j'ai récupéré ça sur un véhicule qui tournait, qui fonctionnait, donc j'ai pris une pièce qui était en bon état. Mentalement, je pense aussi que honnêtement, je suspecte que BMW ou tout ça garde des pièces ou on va dire et la main ou fiabilise un petit peu plus ces modèles et tout ça plutôt que les ensembles mécaniques qui fourguaient à droite à gauche à d'autres constructeurs quand ils mettaient leur mécanique sous d'autres capots parce que pas folle la guêpe, ils n'ont pas forcément, à mon avis, envie non plus de se créer eux-mêmes de la concurrence sur des véhicules qui sont parfois sur le même segment. X5, L322 ou voilà des grosses berlines BM et autre chose. Donc l'huile qu'on va utiliser dans cette boîte là, c'est cette référence là, donc ça ou équivalent, hein. Là c'est parce que je suis chez Mobile, donc tu prends, c'est de l'ATF LT 71 141. Moi j'en ai toujours une dizaine de litres d'avance et en général tu arrives à vidanger, allez, 7-8 litres assez facilement à chaque vidange, et puis tu peux faire des vidanges et assainir au niveau de ton huile en faisant des vidanges assez rapprochées et en diluant les proportions qui restent, qui sont vraiment restantes à l'intérieur de la boîte, puisqu'une boîte automatique, tu as toujours extrêmement de mal, tu peux jamais la vidanger à fond. Sachant que par exemple sur ces boîtes là, voilà, c'est des carters, des convertisseurs de couple qui en plus ne se vidangent pas, ceux-là. Tu prends sur une Mercedes par exemple, Mercedes W124 et tout ça, les boîtes automatiques qui étaient montées à l'époque déjà étaient indestructibles, les boîtes 4, et tu pouvais passer des 600, 800 chevaux et tout ça, tu les passes sans problème, ça casse pas. Celle-là, non, faut oublier tout de suite. Et les convertisseurs chez Mercedes, tu peux les vidanger. T'as une ouverture au niveau de la cloche et puis t'as une vis BTR. Tu peux vidanger ton convertisseur. Donc tu arrives toujours à faire des vidanges qui sont plus complètes que sur ces modèles-là. Et au niveau donc fréquence, moi je pars sur 60 000. Je fais tous les 60 000 huile crépine, obligatoire. Changement des joints, voilà, tout bien comme il faut. Et j'utilise toujours cette huile-là. Donc je vais t'en verser un petit peu, tu vas voir, elle n'est pas comme une ATF, une Dextron 2D ou un truc comme ça. Donc comme une ATF de... Ouais, Dextron 2D, attends, je vais me mettre sur le bord, je vais t'en verser un petit peu, tu vas voir, elle est couleur miel celle-ci. Et la fluidité, on dirait presque du liquide de frein, tu vois. Elle est vraiment couleur miel comme ça. Voilà, ça c'est une huile parfaitement neuve. Voilà, donc elle doit ressembler à ça et ne met rien d'autre. Utilise vraiment celle-ci. Dans la 6 HP26, c'est encore une autre référence. Elle ressemble un petit peu, mais c'est pas celle-ci. Donc on utilise vraiment celle-là ou équivalent, hein. Tu tapes un équivalent, tu vas regarder sur internet, tu vas trouver un équivalent chez d'autres fabricants d'huile, ou alors tu peux l'avoir directement chez le constructeur. Il va te fournir l'huile qui est prévue. À savoir que chez Land Rover, par contre, tu ne l'auras pas. Il faut que tu ailles chez BMW ou un truc comme ça, parce que chez Land Rover, ces boîtes-là sont à vie au niveau de l'huile. Donc il y a un bouchon de vidange et tout ça, mais non, faut pas y toucher. Et puis tu as un gros autocollant en dessous, niche tough none, touchez pas, blabla, machin. Bah oui, mais non. Oui, mais non. Une boîte, tu la vidanges, c'est tout. Si elle a jamais été vidangée, que par contre tu as un véhicule qui a 200, 250 000, qui a toujours tourné avec la même huile,
bah, continue, vidange pas parce que tu vas avoir des problèmes. C'est à ce moment-là que ça va pas aller. Tu vas dire: «Ouais, je vais lui faire du bien», tout ça, puis, bah, derrière, en fait, le truc, il va plus fonctionner du tout parce qu'il a tourné tellement longtemps avec des huiles qui sont super chargées dans tous les sens. Au niveau du groupe hydraulique et tout ça, ça va pas bien se passer. Enfin, je le ferai pas, en tout cas, hein, c'est un conseil. Après, tu fais ce que tu veux, hein, c'est ta caisse. Mais c'est pas la première fois que j'entends des problèmes de mecs qui ont eu ce genre de défauts à vidanger, des trucs qui n'ont jamais été entretenus. Ou alors, si ça a été bien suivi, vérifie que ça a été vraiment bien fait et fais-le de façon récurrente. Parce que tu peux avoir des problèmes sur les groupes hydrauliques, notamment à cause de ce design-là, de cette, c'est une soupape de régulation au niveau de la pression qui vient dans le bloc hydraulique. Donc tu peux te faire une vidéo où moi j'ai changé le bloc hydraulique par contre sur sur le véhicule. J'ai changé toutes les petites pastilles, tout ça, tout ce qui va dedans parce que je commençais à avoir des problèmes de pression avec comment dire, des rapports qui s'engageaient pas comme il faut. Ça vient d'un problème ici, donc au niveau de l'usinage de cette pièce, et tu as une pièce de remplacement voilà, qui est post-montage, enfin qui est upgrade si tu veux, qui est fournie, tu mets ça en place. Si le carter qui le reçoit peut la réceptionner s'il n'est pas trop usé ou tout ça, c'est une bonne chose de le faire. Parce que c'est ça qui va amener des problèmes, notamment sur les casses au niveau alors ça, on appelle ça un headworm. C'est un espèce de carter où tu vas avoir toutes tes lamelles et tes disques d'embrayage, et on appelle ça c'est le carter A, si tu veux, comme, voilà, comme la lettre. Dedans, c'est numéroté, A, B, C, D, tout ça. Et là, tu es juste en entrée de boîte de vitesse. Donc en fait, tu es à ce niveau-là, juste derrière ta cloche d'embrayage, juste derrière ton carter, enfin ton convertisseur de couple. Et d'origine, voilà, il y a une découpe qui s'opère à cet endroit-là, où le carter en lui-même casse à ce niveau-ci. Et donc il y a un design d'upgrade qui a été fait. Si voilà, tu ouvres ta boîte et tout ça un jour, passe sur ce design-là qui lui n'a plus le problème. D'ailleurs, on doit pouvoir le trouver. Je vais regarder. Je vais te montrer ça sur voilà, ici, 5HP24 8RAM comme ça. Tu vas trouver les pièces de remplacement et puis voilà, le design. Tu as tous les tutos, tu as tout. Voilà, je peux pas faire mieux, donc ça se trouve. Et tu as également voilà, des kits complets comme ça quand tu veux refaire les boîtes entièrement, si tu te sens l'âme d'un mécano, ou si tu veux tenter le coup, économiser, tout ça. Souvent, ces boîtes-là n'ont pas d'autres usures hormis ces pièces-là, et puis les disques que tu vas trouver à l'intérieur, ou bah, si tu repars avec tout du neuf, que tu nettoies tout comme il faut et tout ça, bon, il y a, je pense, possibilité de pouvoir les rénover. C'est peut-être une option que moi je prendrais si je suis amené à avoir ce type d'ennui sur ce type de boîte, parce que je sais que de toute façon, ce ne sont pas forcément des boîtes qui vont être très fiables. Donc voilà, comparé à la 6HP26, je sais que celle-ci, on peut être amené à devoir les démonter, à les entretenir et réparer certaines choses. Voilà, donc j'espère que la vidéo te sera utile. C'est comment dire, c'est pas la vidéo du siècle, hein, encore une fois. Je passe beaucoup de temps à expliquer dans tous les sens, à rabâcher, à te montrer. Voilà, c'est pas des vidéos pour faire des vues, c'est vraiment pour te transmettre de l'information. Il n'y a pas de montage, voilà, pas de putaclic, tout ça, c'est vraiment pas ça. L'idée, c'est de vous transmettre le maximum d'informations, de retours utilisateurs, de retours propriétaires et de système D et d'informations pour trouver les pannes. Voilà, c'est uniquement pour ça. C'est pas fait pour autre chose, mais moi ça me fait plaisir de remettre un petit peu les mains dans le cambouis, et surtout d'avoir trouvé une solution à une époque où justement, quand moi j'étais en panne, je me suis dit mais non, c'est pas possible. La boîte, elle va mécaniquement. Tu peux pas avoir un véhicule qui fonctionne bien et qui d'un seul coup ne fonctionne plus comme ça sans te donner vraiment des signes avant-coureurs et tomber en panne. Et surtout que tu coupes le contact, tu rallumes, ça remarche. Donc non, ta boîte n'est pas en défaut. C'est vraiment un truc autour de la boîte, ou à la limite, je veux bien encore dans le groupe hydraulique, où effectivement, suivant les températures, tout ça, tu peux à certains moments ou certaines conditions de roulage avoir un phénomène qui se produit.
Mais de là à déposer ou à changer des boîtes ou à mettre des boîtes neuves ou des échanges standards et tout ça, on peut y arriver, on peut y venir, mais il faut vraiment que le diagnostic, ça soit certain, que voilà, que ta boîte, elle soit vraiment morte et que ça soit pas sauvable et tout ça. Et bah, dans ce cas-là, oui, on n'a pas le choix. Mais ce genre de panne, nous à l'époque, il y avait eu en concession, hein, je crois, le véhicule était reparti quand même pour vérification, il était sous garantie à l'époque. Il était parti, ils ont dit bah oui, mais là, non, c'est votre boîte, machin, c'est connu, ça peut arriver, c'est le convertisseur de couple ou c'est la boîte, il faut qu'on voit, qu'on diagnostique, machin, tout ça. Je dis non, non, je reprends le véhicule, je vais regarder moi-même et tout ça. Et oui, à l'époque, avec un coup de scotch, hein, j'avais réparé ça au Chatterton, hein, donc bon, voilà, c'est peut-être pas c'est pas la meilleure réparation, le truc du siècle, mais au moins j'étais fixé, je savais que c'était cette pièce-là qui était en cause. J'espère que ça vous sera utile, et puis bon, on se retrouve bientôt avec de la méca, est-ce que peut-être sur la DS. Après j'ai encore du classique, hein. Et puis j'ai des Benz là, j'ai des Benz qui attendent, ça me titille. Donc voilà, à plus, ciao les graisseux, et au plaisir.